vous accueillir à l'IFT, Pascal Boniface, pour une conférence sur la géopolitique du sport, et notamment le football avant la Coupe du Monde. Je sais que le sport est un des sujets favoris, mais pas que. Comme géopoliticien, aussi comme journaliste, chroniqueur, mais blogueur également. Vous êtes le fondateur et le directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et c'est avec donc beaucoup de plaisir. Je suis sûre que la salle va se remplir au fur et à mesure qu'on va commencer cette conférence. Donc avant de vous donner la parole, j'ai le plaisir aussi de laisser un petit mot d'accueil à son Excellence l'ambassadeur de France, Louis Poivre d'Arvor. Et puis cette conférence se déroulera sous la forme d'une conférence et vous serez ensuite évidemment invité à discuter et entamer un échange avec Pascal Boniface. Bonne soirée. Merci à toi Sophie de nous accueillir à l'Institut. Pascal, tu connais cette maison, tu connais bien la Tunisie. C'est plus en ami d'ailleurs que de manière officielle que je dois t'accueillir, mais te remercier d'abord parce que tu vas non seulement aller tu es non seulement à Tunis, mais tu vas aussi aller à Sfax et à Sousse. Et donc, il faut que tu saches que l'Espérance de Tunis a gagné le championnat de manière prématurée, parce que la compétition n'est pas terminée. Que si tu rencontres quelqu'un du club africain dans la rue, tu leur dis que c'est très bien aussi, parce qu'il y a quand même entre le club africain et l'Espérance de Tunis un match permanent. Au début, j'ai essayé de m'en occuper, mais j'ai très vite déserté ce champ-là. Donc, c'est un champ extrêmement sensible. Que le club sfaxien a eu des grandes gloires. Tu vas peut-être en rencontrer dans un Sfax. Et qu'à Sousse aussi, il y a évidemment un club qui est bien placé, puisqu'ils sont 3e et 4e du championnat tunisien. Donc, tu vas rencontrer les grands clubs. En tout cas, tu vas aller dans les villes des grands clubs tunisiens. Au-delà de cette géopolitique, cette petite politique du sport en Tunisie, qui prend, il est vrai, quand même une place importante dans les journaux, parce que, en tout cas, dans un certain nombre de journaux, c'est la moitié du journal consacré aux résultats sportifs. Comme tu sais, la finale de la Coupe du Monde opposera à Moscou la Tunisie à la France le 15 juillet, même si depuis avant-hier, un joueur que j'aime beaucoup, qui est un copain à moi, qui s'appelle Youssef Sakni, qui était vraiment l'attaquant vraiment important de l'équipe nationale, les Aigles de Carthage, a été blessé au Qatar dans son club et ne pourra pas jouer. Donc bon, si jamais mon pari n'est pas réalisé, ce sera en partie dû à cette blessure. Voilà. Mais le football occupe une part très très importante en tout cas de la vie sociale de ce pays. Et je voudrais saluer en tout cas tes approches originales de la géopolitique. Et d'abord à travers l'IRIS, l'IRIS qui est un institut, je dirais, très indépendant, parce qu'il n'a pas été créé par la puissance publique, et il a été créé par toi, avec l'indépendance qui te caractérise, et qui depuis vraiment maintenant, combien d'années 20 ans, fait un travail absolument passionnant. Et j'en profite vraiment pour vous recommander de vous documenter, de lire les publications de l'IRIS, et donc à travers l'IRIS aussi tout l'appareil d'ouvrages ou d'atlas géopolitiques ou géostratégiques que tu as pu publier. Tes livres sont très nombreux. Évidemment, tu as beaucoup de caractère, donc tu sais répondre aux attaques, tu sais les susciter, ce qui est bon signe quand même. Tu n'as jamais personne indifférent, mais une grande exigence intellectuelle, une grande passion pour ce monde arabe, et par ailleurs une grande passion depuis maintenant, toujours, j'imagine, depuis tes plus jeunes âges, enfin tu as écrit sur cette géopolitique du sport, et particulièrement de football, depuis une vingtaine d'années, et ça me donne l'occasion de t'accueillir dans un pays qui, comme tu le sais, est un pays singulier, une anomalie dans la région, totale, mais qui, chaque jour, nous réserve des surprises, des élections municipales dans quelques jours, un pays en mouvement, en marche, à sa manière, et qui, depuis 7 ans, n'est jamais content de lui-même, donc tout le monde va se plaindre, rien ne va, il y a des choses qui vont pas très bien, l'économie va pas très bien, mais en même temps, il y a cette liberté d'expression, de parole, de débat public, et puis la création simplement d'une classe politique nouvelle qui se crée chaque jour un peu plus, qui se forge et qui va, je pense, après les élections municipales, sous une
grandir, se grossir de 7200 élus environ, hommes et femmes, assez jeunes. Donc il faudra revenir dans 2 ans pour voir un peu ce que la Tunisie devient. Et voilà. Et donc je te cède Moi je suis convoqué pour parler de l'huile d'olive au ministère des Affaires étrangères, parce qu'il faut que j'explique en quoi la France n'est pas du tout responsable d'un avis critique sur l'huile d'olive tunisienne, qui est la meilleure au monde, il faut toujours le rappeler. Mais on se retrouve tout à l'heure pour une autre occasion. Merci encore d'avoir fait le chemin jusqu'à Tunis, Sfax et Sousse. Merci à toi. Merci Olivier, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de revenir en Tunisie, donc c'est en rien une contrainte et je suis ravi d'être là. J'ai effectivement développé une sorte de spécialité de géopolitique du sport, c'est une sorte de revanche, parce que j'ai toujours été passionné par le football, mais c'est une passion qui n'est pas réciproque, je n'ai pas beaucoup de talent de footballeur, et donc j'ai essayé de compenser par les mains ce que je ne pouvais pas faire avec les pieds en écrivant. Et il y a une vingtaine d'années, juste avant la Coupe du Monde 98, qui s'est plutôt bien terminée celle-ci, j'ai été voir 2 éditeurs français, les presses de Sciences Po et le Seuil, pour ne pas les nommer, avec lesquels je travaillais déjà, en leur disant je voudrais faire un livre sur football et relations internationales. Et les deux m'ont regardé en disant ben non, il n'y a aucun rapport entre les deux. Soit vous faites un livre, ce que vous savez faire sur les relations internationales, soit vous faites un livre sur le football, donc sur le jeu, etc. Mais il n'y a aucune relation possible entre football et relations internationales. Donc je suis un petit peu finalement entêté et je pense que aujourd'hui il commence à être difficile de nier que le football est un instrument géopolitique et que on peut faire un lien. Et d'ailleurs, si je demande ce soir qui connaît Antonio Costa, qui connaît Cristiano Ronaldo, le premier est Premier ministre du Portugal, il a fait un travail tout à fait décent, il a mis fin à la crise que ce pays connaissait, donc c'est quelqu'un de tout à fait respectable et sans rien lui faire offense, mais que quand même, celui qui porte le plus les couleurs de son pays, eh bien Cristiano Ronaldo, qui est effectivement connu dans le monde entier. Et qu'il s'agisse des investissements du Qatar dans le Paris Saint-Germain en particulier, dans le football en général, de la façon dont Xi Jinping veut faire de son pays un pays également de football, quand on voit la façon dont Poutine va s'investir pour la Coupe du Monde, avec quand même un peu de réticence que Poutine aime bien s'associer à ce qui réussit et l'équipe nationale russe n'est pas parmi les plus performantes, donc il sera amusant de voir le jeu de Poutine par rapport à cela. Eh bien, on voit bien, évidemment, que le football est vraiment devenu un instrument et un reflet géopolitique. On parle beaucoup de globalisation, de mondialisation. En fait, le football, c'est certainement ce qui est le plus mondialisé. Je vais publier, là, au mois de mai, une bande dessinée sur le football et j'ai mis en avant quelques cartes. La première carte, c'est l'Empire romain. La seconde, c'est l'Empire de Charles Quint. Et on pourrait mettre l'Empire américain actuel. Comparé à l'empire du football, ce sont des empires très réduits. Parce que le football est certainement ce qu'il y a, le stade ultime de la globalisation. On assimile parfois la globalisation à la démocratie, à l'économie de marché. Le football va même dans les pays qui ne sont pas démocratiques, même en Corée du Nord où l'économie de marché ne réussit pas, le football se répand partout et y compris là où il n'y a pas d'électricité, on peut jouer au football. Donc le football est encore plus répandu qu'Internet ou que les GAFA qui sont eux aussi souvent pris comme des symboles de globalisation. C'est vraiment un empire universel, mais à la différence des autres empires, il s'est constitué de façon pacifique. Le football n'est pas parti à la conquête du monde en mettant à feu et à sang les pays dans lesquels il s'installait, en pratiquant des crimes de masse ou en bombardant les populations civiles. Jamais une conquête ne s'est faite de façon aussi pacifique et jamais une conquête ne s'est faite avec autant d'enthousiasme de la part des peuples conquis qui demandent plutôt à se répandre encore un peu plus. Et donc, il y a aujourd'hui, on peut prendre tous les symboles de la globalisation, aucun n'arrive en termes d'expansion à la cheville du football, qui est vraiment le stade ultime de la globalisation. Et en fait, le football a fait un voyage assez étonnant, parce qu'au départ, c'est le sport de l'élite blanche britannique. C'est le sport de la jeune fille britannique.
Et dans les premiers pays non britanniques dans lesquels il va se jouer, c'est vraiment le sport de l'élite, et qui est aussi d'ailleurs fermé au peuple de la diversité. Et ce sport qui est donc né pour la gentry au départ, va devenir à la fois le sport le plus populaire et également le sport qui permet de lutter le plus contre le racisme, contre les préjugés. Donc on peut dire que le football réservé à une petite élite est devenu le sport de tous, et il l'a fait une fois encore par la force de l'exemple. Comment et pourquoi le football est venu conquérir le monde? Comment? C'est simple, il est né dans le dernier tiers du XIXe siècle dans les collèges britanniques, parce qu'il fallait un peu former la discipline, mais il y a aussi des racines populaires, on y jouait dans les villages. Au XVe siècle, il y a des édits du roi pour empêcher que l'on joue à l'ancêtre du football, ça détournait les Britanniques de la guerre. Bon, bref, il est né dans les universités britanniques à la fin du XIXe siècle, et puis il a conquis le monde à la fois par les navires, parce que les marins anglais, comme tout empire, on passe d'abord par les mers, et ce n'est pas un hasard si les premiers clubs professionnels en Europe étaient des clubs de villes maritimes. Gênes en Italie, Bilbao, Barcelone en Espagne, Le Havre en France, Hambourg en Allemagne, et donc par les mers. Également par le chemin de fer, les ingénieurs britanniques qui, en Amérique latine, construisent les voies ferrées, eh bien, amènent le football avec eux, et puis par les échanges universitaires, parce que ceux qui partaient faire des études en Grande-Bretagne, eh bien, revenaient avec un ballon et commençaient à pratiquer le football et à donner l'exemple dans les pays où ils venaient. Donc, il s'est, au fur et à mesure, étendu par ces moyens-là. Et puis ensuite, eh bien, le football est devenu encore plus conquérant, un petit peu avec la radio et surtout avec la télévision. Parce que la télévision va créer un stade aux capacités d'accueil illimitées. Tout le monde, à la même heure, peut regarder. La dernière, on estime à plus de 3 milliards de personnes le nombre de personnes qui ont regardé la finale Allemagne-Argentine en 2014 au Brésil. Et on devrait très probablement retrouver ces chiffres. Et quelles que soient les équipes qui parviendront en finale, il y aura plus de 3 milliards de téléspectateurs. Ça veut dire qu'y compris des gens qui, par définition, n'ont pas la nationalité des équipes qui jouent, vont regarder cela. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, bien sûr, la tension et les tensions et l'attention vont monter pour le football. Parce que la télévision crée donc ce stade aux capacités d'accueil illimitées qui fait qu'au même moment, sur les différents continents, tout le monde peut se réunir et regarder la même chose. Regarder la même chose, quel que soit l'endroit où il est et quelle que soit l'heure de l'endroit où il se trouve. Cela aura d'ailleurs un aspect extrêmement important sur l'identité nationale, mais c'est un élément sur lequel je reviendrai par la suite. Donc, la télévision et aujourd'hui les réseaux sociaux, parce qu'on échange aussi beaucoup sur les réseaux sociaux pour le football, sont venus parachever cette conquête une fois encore pacifique. Voilà pour comment le football a-t-il fait pour conquérir le monde. Pourquoi? Pourquoi le football et pas un autre événement? Pourquoi ce sport parmi les sports et pas un autre sport? Pourquoi c'est le football qui est devenu le sport universel, au point d'ailleurs de parfois rendre un peu jaloux les autres sportifs? C'est vrai que quand on voit la somme qui sont dans le football par rapport à d'autres sports, d'autres sportifs tout aussi méritants peuvent un peu estimer moins bien traités. Bien, c'est la simplicité du football qui lui permet de partir autant à la conquête. Finalement, les règles sont très simples. Il faut envoyer le ballon en face dans des poteaux. Oui, pas forcément. On peut aussi bien poser 2 t-shirts par terre et ça fait des buts. Donc les règles sont très simples, mis à part le hors-jeu, mais dont on se prive parfois dans les parties informelles. Et puis, mais c'est la seule règle difficile. Et donc c'est beaucoup plus facile à comprendre que le basket, que le hand, que le baseball ou tous ces sports qui ont des choses beaucoup plus compliquées. La seconde caractéristique, c'est que il n'y a pas de morphologie particulière pour le football. Maradona faisait 1m66, Pelé 1m69, Zlatan Ibrahimovic 1m95, tous sont des joueurs marquants. Si vous voulez faire du cyclisme, si vous voulez faire du basket, si vous voulez faire du hand, il y a des caractéristiques corporelles qui sont à peu près toutes les mêmes.
Le football, tout le monde peut y aller, une fois encore, sans être un monstre physique. Et le FC Metz, qui va certainement être relégué en Ligue 2 cette année, regrette encore d'avoir retoqué Platini pour insuffisance physique lorsque Platini s'était présenté au centre de sélection du FC Metz. Ils ont dit qu'il n'avait pas une assez bonne respiration, etc. Et donc il est parti à Nancy et ça reste quand même parmi les histoires mémorables des manques d'imagination ou de savoir-faire des clubs. Donc tout le monde peut y jouer et il n'y a pas besoin d'installation. Parce que bien sûr c'est mieux d'avoir une pelouse, etc. Mais une fois encore, qui n'a pas joué sur un parking, sur une plage, sur un terrain vague, partout? Il y a Pelé, le meilleur joueur du monde de tous les temps, a appris à jouer sans balle, avec une pelote de chiffon. Et donc on peut jouer même sans ballon, on peut jouer même sans terrain de football. Bien sûr, aller jouer au rugby sur un parking, non, c'est pas possible. Le basket, il faut des poteaux, des vrais poteaux, sinon ça marche pas. Donc en fait, c'est cette simplicité dans l'exécution, dans la compréhension et dans l'appréhension qui a fait du football ce sport universel dans lequel tout le monde peut s'identifier. Et ce qui est également intéressant de constater, c'est que si le football est bien l'exemple même de la globalisation, il a quand même par rapport à la globalisation deux choses tout à fait différentes qui sont même contraires à ce qu'on entend parfois de la globalisation. On dit souvent que la globalisation, c'est un peu l'américanisation du monde, même si c'est moins vrai. On disait ça il y a une dizaine d'années. En fait, on voit bien, et je pense que Hubert qui était là a dû vous le dire, les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance et donc également les États-Unis. Mais en tous les cas, il y a une exception, c'est que le football est un sport qui n'est pas dominé par les États-Unis. Les États-Unis sont une exception par rapport au football, parce qu'ils ont développé d'autres sports nationaux, le basket, le baseball et le football américain, qui n'a absolument rien à voir avec le vrai football, qui est appelé soccer aux États-Unis, par opposition un peu aux Britanniques, ils ont développé ces sports. Et pendant très longtemps, dans ce pays d'immigration, les émigrés qui arrivaient abandonnaient leurs sports nationaux pour adhérer aux sports nationaux du pays d'accueil. Donc les vagues d'immigration italienne, irlandaise, allemande qui arrivaient aux États-Unis abandonnaient le football pour participer au baseball, au basket ou au football américain. Le football commence plus à se répandre aux États-Unis, d'une part sous l'impulsion des femmes. Le football féminin est très fort aux États-Unis, qui ont gagné 3 Coupes du Monde et 3 Jeux Olympiques, mais aussi par les adolescents, le football est maintenant plus pratiqué que le football américain, parce que c'est moins dangereux, c'est moins violent que le football américain, les équipements sont moins chers, et puis aussi par les Chicanos, qui gardent leur langue. Tous les émigrés qui viennent d'Amérique latine continuent à parler espagnol et continuent à jouer au football. Et donc aujourd'hui, le football commence à se développer aux États-Unis. Il y a un championnat qui avait eu un premier échec dans les 70 qui là marche à peu près bien. Mais surtout, il y a une autre exception de la relation entre football et mondialisation, c'est qu'on reproche souvent à la mondialisation de venir effacer l'identité nationale. Le football la recrée. Vous allez voir qu'à partir du 14 juin, tout le monde chez vous va parler de la Coupe du Monde et que malgré vos différences sociales, politiques, syndicales, d'opinion, philosophiques, tout le pays va soutenir l'équipe de Tunisie. Et en France, qui est un pays où les sujets de discorde ne manquent pas, eh bien, à partir du 14 juin, tout le pays, ou à peu près, il y a bien quelques intellectuels qui se disent rebelles au football, mais tout, pseudo-intellectuels pour certains, mais tout le pays, au-delà des différences sociales, politiques, etc., tout le monde va soutenir l'équipe nationale de football. Donc le football recrée de l'identité nationale dans un monde où elle est censée être effacée par la globalisation, alors que c'est le symbole même de la globalisation. Donc c'est un curieux paradoxe que ce symbole de la mondialisation recrée l'identité nationale au lieu de venir la dissoudre comme les autres facteurs. Certains avaient proposé de créer l'équipe européenne de football. C'est un non-sens. Il n'y a rien de plus joyeux pour les Français que de battre l'Allemagne.
Ça arrive des fois, pas toujours. Une équipe européenne n'aurait aucun sens. On a une monnaie commune, on a une défense quasi commune, on a un parlement commun, mais il n'est pas question d'avoir une équipe européenne de football parce que ça n'aura aucun sens. Et comme vous le savez sans doute, le Royaume-Uni est divisé, bon, mais de plus en plus, mais depuis le départ, ils ont 4 fédérations, l'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande et le Pays de Galles, plus l'Air qui est bien sûr à part. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, après 2000, comme l'équipe d'Angleterre ne marche pas très bien dans les différents Coupes du Monde et championnats d'Europe, avait proposé de créer une équipe du Royaume-Uni. Et ça a été tout de suite un tollé en disant que seul quelqu'un, le Guardian, un des grands quotidiens britanniques, avait dit que seul quelqu'un qui venait de Saturne ou qui a vécu les 15 dernières années en Amazonie pouvait faire une proposition aussi saugrenue. Donc les gens sont attachés à l'identité nationale et l'équipe de foot la représente. Elle la représente d'ailleurs à un tel point qu'il y a eu un pays qui a eu une équipe de football avant d'être indépendant. Ce sont les Algériens. Puisqu'il y a une équipe à partir de 1958, une équipe qui a joué en Tunisie, qui a d'ailleurs été hébergée à Tunis au départ. En 1958, quelques joueurs professionnels français, de nationalité française à l'époque, mais d'origine algérienne, ont quitté, dont Rachid Mekloufi, qui avait 22 ans, qui avait déjà plusieurs sélections d'équipe de France et qui aurait dû faire la Coupe du Monde. Est-ce qu'avec Mekloufi on aurait gagné? Peut-être d'ailleurs. Et Zitouni aussi, qui était international, qui jouait à Monaco. Rachid Mekloufi jouait à Saint-Étienne. Une dizaine de joueurs, la plupart de première division, certains de seconde division, ont, de façon concertée, quitté la France, sont passés par Genève pour arriver ici à Tunis, pour former l'équipe du FLN, qui de 58 à 61 a joué environ 90 matchs, pour une soixantaine de victoires, 13 matchs nuls, 13 défaites. Alors c'était jamais contre des équipes officielles, parce que la FIFA l'interdisait, mais c'était des équipes... Alors seuls les pays communistes et les pays africains ont accepté, les clubs, etc. Ils étaient hébergés ici, à Tunis. Quel était l'intérêt? L'intérêt, c'était à chaque match, on montait le drapeau et on jouait l'hymne national. Et donc cette équipe du FLN a incarné la nation algérienne avant que l'Algérie soit indépendante, puisque l'indépendance ne sera officielle qu'en 62. Rachid Mekloufi avait dit que il s'était tout de suite décidé, ces gens-là ont abandonné leur carrière. Mekloufi aurait pu faire une encore plus belle carrière, puis quand ils sont partis, ils ne savaient pas ce qu'il allait advenir après, mais ils se sont dit que c'était la meilleure façon de lutter pour l'indépendance, c'était vraiment dribbler pour l'indépendance. Et depuis quelque temps, les Palestiniens font de même. Les Palestiniens ont été admis à la FIFA, ils ont été admis à l'époque où on pensait encore que la paix entre Palestine et Israël était possible, ils ont été admis en 1995, mais ils ont quand même une équipe nationale qui joue dans des conditions extrêmement difficiles parce que les joueurs n'ont pas toujours l'autorisation de sortir, on sait ce que sont le blocus, on sait ce que sont les contrôles aux frontières, etc. Mais cette équipe, tant bien que mal, joue et quelque part, eh bien, elle représente les sports parce que là aussi, il y a le drapeau, il y a... et finalement, la FIFA arrive à faire ce que l'ONU n'arrive pas à faire cohabiter Israël et la Palestine, et à faire aussi cohabiter la Chine et Taïwan. La Chine ne veut voir Taïwan nulle part, et donc Taïwan ne participe pas à l'ONU, Taïwan ne participe même pas à l'Organisation mondiale de la santé. Quand il y a eu l'épidémie de SRAS en Chine en 2003, on a pu dire que ça serait bien quand même que Taïwan soit dans la boucle. Non, la Chine refuse. Mais la FIFA, ils ont été obligés d'accepter. Parce que si la FIFA, finalement, a un rapport de force, y compris avec la Chine, qui est plus important que l'ONU. Et donc, on voit bien que, par ces exemples-là, finalement, l'identité nationale, même de façon préemptoire, eh bien, joue dans l'équipe de football. Et quand un pays devient indépendant, il a deux gestes les plus rapides, c'est demander à adhérer à l'ONU et demander à adhérer à la FIFA et au CIO. Parce que, en fait, pour un pays qui vient d'accéder à l'indépendance, qu'il s'agisse des indépendances des années 50, 60, comme chez vous, comme dans les pays africains, une équipe de football, elle est tout de suite beaucoup plus représentative qu'un poste à l'ONU qui n'est pas visible.
l'équipe de football, chacun peut l'avoir justement à la télévision, et ça aussi, ça crée un renforcement d'identité nationale, parce que même si on n'habite pas dans la capitale où joue l'équipe nationale, tout le monde, tous les citoyens d'un pays peuvent voir leur équipe nationale jouer et s'identifier à cette équipe nationale. Donc ça crée un lien d'adhésion beaucoup plus fort que s'il faut se rendre physiquement au match pour voir l'équipe jouer. C'est toujours plus agréable de pouvoir le faire, mais ce n'est pas toujours possible de le faire. Et donc en fait, ça crée un sentiment d'adhésion, un sentiment de soutien beaucoup plus fort. Et pour les jeunes États indépendants, où le sentiment de l'identité nationale était parfois déjà très fort, mais parfois fragile, ça dépendait, c'était pas pareil dans tous les États. Le fait d'avoir une équipe qui joue des matchs internationaux et donc qui représente le pays par rapport aux pays étrangers est un facteur d'identité et de ciment d'identité nationale. De même que ce fut pareil pour les pays qui sont issus des anciens empires, comme par exemple l'URSS qui a été divisée en 15, ou la Yougoslavie divisée en 6, eh bien, chaque pays qui est devenu indépendant, les 15 républiques fédérées qui se sont séparées de l'URSS, ou les 6 qui se sont séparées de la Yougoslavie, ont tout de suite voulu avoir une équipe de football pour montrer le drapeau. L'équipe de football permet de montrer le drapeau à la fois à l'étranger et pour sa propre population. L'équipe de Croatie, par exemple, au sortir d'une guerre assez violente, qui était parvenue en demi-finale, on a su les arrêter à temps en 98, eh bien, effectivement, pour l'entraîneur de l'équipe, Tomislav Ivic, disait que le fait de voir cette équipe jouer et d'aller si loin dans la compétition avait été un accélérateur du facteur d'identité. Aujourd'hui, je crois que vous jouez dans le groupe de la Belgique. La Belgique est très divisée entre flamands et wallons. Il y a des institutions, elles sont divisées. C'est-à-dire qu'il y a un Parlement wallon, et en plus il y a Bruxelles, c'est extrêmement compliqué. Mais la Belgique est vraiment divisée surtout et de façon de plus en plus radicale, au point où certains se demandent si la Belgique ne va pas être séparée en deux. Le seul élément d'unité, c'est un petit peu la monarchie, et encore, mais les Diables Rouges, l'équipe nationale. Parce que là, il n'y a pas de Flamands et de Wallons, il n'y a pas, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est très fort. Et c'est pareil lorsque on connaît les problèmes qu'il y a entre Turcs et Kurdes, enfin, quand l'équipe de Turquie est allée jusqu'en demi-finale en 2002, même les Kurdes applaudissaient l'équipe nationale. En 2002, les Nord-Coréens applaudissaient l'équipe sud-coréenne, parce qu'au-delà de la division, c'était la Corée, quelque part, comme on l'a vu aux Jeux Olympiques, avec cette délégation commune et ce défilé commun des deux délégations, finalement, le sport permet d'avancer un peu. Alors, je fais juste une petite parenthèse de quitter le football quelque temps. On a dit beaucoup de choses sur cela, mais les Jeux Olympiques, en tant que tels, n'ont pas suffi à rapprocher de Corée, mais ça a été le prétexte qui a permis de le faire. Sans les Jeux Olympiques, il était difficile pour la Corée du Sud et la Corée du Nord de trouver un moyen, sans perdre la face, de faire quelque chose ensemble. Et on a un précédent historique important, la diplomatie du ping-pong, qui a permis, avant le rapprochement entre la Chine et les États-Unis, une équipe de pongistes américains était venue en Chine, ils ont été reçus par Zhou Enlai, alors qu'il n'y avait aucune raison que Zhou Enlai, qui était le Premier ministre, reçoive des joueurs de ping-pong, mais c'était une façon de créer un lien avec les États-Unis à une époque où ils se menaçaient de guerre nucléaire, tout simplement, comme d'ailleurs entre les Corées. Et donc Zhou Enlai leur envoyait un message d'amitié. Pourquoi ça marchait? Parce qu'en fait, si ça ne fonctionnait pas, personne ne remettait en cause la souveraineté du pays. Et c'était un moyen, finalement, d'avoir une occasion de se parler sans mettre en cause les instances officielles d'un pays et de permettre un avancement tout à fait profitable à la cause. Et donc, dans tous les pays du monde, le football rapproche les pays qui sont divisés, les communautés qui sont divisées, et permet de recréer de l'unité dans des pays qui parfois sortent de guerres civiles, parfois sortent cela. Lorsque l'Angola a été qualifié pour la Coupe du Monde en 2006, les Angolais se disent, voilà, on est un point sur la carte, on sort d'une guerre civile, eh bien on est reconnu, on peut de nouveau accéder à la Coupe du Monde. Ça prouve que l'on est sorti des tourments qui étaient les nôtres auparavant. Je parlais de Cristiano Ronaldo tout à l'heure, pour un pays comme le Portugal.
qui est un ancien empire. Le Portugal a été le pays le plus puissant du monde au début, enfin à la fin du XVe siècle, et puis début du XVIe. Puis il a décliné, et maintenant c'est un pays relativement petit, de 11 millions d'habitants, mais qui, le fait que, malheureusement, le Portugal ait gagné l'euro il y a 2 ans, a été un motif de fierté pour les Portugais de se dire, voilà, on est de nouveau respecté dans le monde, et comme en plus Cristiano Ronaldo vient de l'île de Madère, qui est un peu considéré de haut par le reste du Portugal comme étant un petit peu les provinciaux dépassés, etc. C'est une double fierté, bien sûr, que grâce à Cristiano Ronaldo, ils aient pu aller si loin dans la compétition. Alors on dit parfois que le football c'est la guerre, que ça attire, que ça attise la haine, que ça permet, et on cite très souvent l'exemple de la guerre du football qui a opposé le Salvador au Honduras en 69. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Le Honduras, le Salvador étaient deux régimes militaires. Il y avait une très forte pression démographique du Salvador sur le Honduras, et les deux pays se rencontraient pour la qualification pour la Coupe du Monde qui avait lieu à côté au Mexique l'an suivant, en 70. Et le Salvador a gagné la partie, ils ont expulsé les Honduriens, et il y a eu une guerre entre les deux pays qui s'est déclenchée, je crois que c'est Honduras qui a gagné, une guerre entre les deux pays s'est déclenchée pendant 4 jours. Est-ce que c'est le football qui a créé la guerre? Oui, ça a été l'occasion, mais en fait les oppositions entre les deux pays étaient telles que cette guerre serait survenue d'une façon ou d'une autre, notamment parce que beaucoup de Salvadoriens s'étaient établis au Honduras et que les gens du Honduras voulaient les expulser et que ça allait mal se terminer, tout cela. Mais ceux qui n'aiment pas le football en ont profité pour dire, vous voyez, le football ça conduit à la guerre. On a aussi souvent des exemples, effectivement, de bagarres, de hooligans, etc. Mais c'est un peu prendre les quelques exemples négatifs et oublier tous les exemples positifs. Et on pourrait citer de nombreux autres exemples positifs dans lesquels le football est venu plutôt améliorer les relations internationales et venir apporter un message de paix. On a l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple. Lorsque la Côte d'Ivoire, qui est un pays déchiré par la guerre civile, se qualifie elle aussi pour la première fois de son existence pour la Coupe du Monde de 2006, Didier Drogba, qui était le leader de l'équipe et la vedette emblématique de l'équipe, après la qualification, a demandé à tous ses partenaires de se tenir la main et ils se sont mis à genoux en demandant à leurs dirigeants de dire « Nous, ce qu'on a fait, on l'a fait pour le pays. Vous, mettez-vous d'accord également, arrêtez cette guerre civile et écoutez-nous un peu. » Et ce geste, Didier Drogba, je participe régulièrement au Forum Peace and Sport, en parlant d'allier Forum Peace and Sport, disait que ça lui était venu un peu naturellement, mais que la pression qu'il avait eu exercée parce que sur les dirigeants qui se livraient à la guerre civile, qui avaient du mal à se réconcilier, avait une pression énorme. Et ensuite, la Côte d'Ivoire était venue, l'équipe nationale était venue jouer à Bouaké, qui était dans la région que les rebelles tenaient, pour marquer cette unité-là. Récemment, il y a eu un match entre la Turquie et l'Arménie qui n'ont pas de relations diplomatiques. Le président turc s'est rendu, le précédent s'est rendu en Arménie, personne ne pouvait lui reprocher d'aller soutenir son équipe nationale en Arménie. Mais du coup, il a pu négocier avec le président arménien et faire baisser les tensions entre les deux pays de façon assez importante. Une fois encore, ça sert un peu de prétexte et peut-être que certains d'entre vous ont en mémoire, alors ça ne pourra pas se reproduire cette année puisque les États-Unis ne sont pas qualifiés, mais le match Iran-États-Unis de la Coupe du Monde 98, alors que les deux pays, Clinton était au pouvoir et c'était Ratami qui était un modéré, qui était au pouvoir, une sorte un peu dans la lignée de Rouhani aujourd'hui, qui était au pouvoir en Iran, ils cherchaient à se rapprocher, ils ne savaient pas trop comment. Les deux équipes, le tirage au sort a fait que les deux équipes devaient se rencontrer à Lyon pour la Coupe du Monde. Et les deux équipes voulaient rentrer mélangées, ça n'était pas possible, mais la photo d'avant-match a été prise avec les deux équipes mélangées et non pas séparées comme on le fait d'habitude. Et il y a beaucoup d'exemples. L'ancien chef d'état-major des armées, le général de Villiers, en français, racontait que lorsqu'il était en poste en Yougoslavie, eh bien, il organisait des matchs de football entre
bosniaques et serbes, entre les communautés qui étaient divisées, parce qu'à partir du moment où on pouvait rejouer au football, bien ça voulait dire que les tensions étaient baissées, les tensions étaient tombées, et que ça permettait de reprendre un peu le cours. Le football, c'est pas la guerre, parce que c'est une opposition, certes, mais qui est régulée. Il y a un arbitre, il y a des règles, et puis si on perd, on peut gagner le prochain match. Donc c'est pas du tout l'affrontement. On dit souvent, nous on a un exemple célèbre en France qui est le France-Allemagne de 82, où Battiston a été blessé par le gardien Schumacher. C'était remonté jusqu'à Kohl et Mitterrand, parce qu'il y avait un sentiment d'injustice des Français, etc. Mais une fois encore, le football est le dernier endroit où la France et l'Allemagne se disputent, puisque pour le reste, nous sommes alliés. Mais il est bon de garder cet espace résiduel d'affrontement, parce qu'il permet de cultiver l'identité nationale, de cultiver le soi, et surtout, il n'y a pas de risque de débordement parce qu'il est tenu par des règles, et que les règles sont connues, elles sont arbitrées, et il ne peut y avoir de match contre pays qui ont des relations pacifiées. Des pays en guerre ne jouent pas au football les uns contre les autres. Il y a aussi une légende urbaine très développée, selon laquelle le football serait au service des dictatures. Et ça, il y a vraiment, comme Pontosane, des idioties qu'on entend là-dessus, celle-ci revient assez souvent. Alors, on peut dire que, comme toujours, pour une idée reçue, il y a toujours un fond de vérité qui est déformé. Oui, Mussolini s'est servi du football. On parle souvent des Jeux Olympiques de 1936, mais en fait, le modèle, c'était la Coupe du Monde 1934 en Italie, où Mussolini a complètement instrumentalisé l'équipe nationale. Il y a d'ailleurs eu un match Italie-Espagne, l'Espagne républicaine. C'était avant la guerre d'Espagne et avant Guernica, où les joueurs italiens ont massacré, avec la complicité de l'arbitre, les joueurs espagnols, et donc qui préfiguraient un peu tout cela. Les joueurs faisaient le salut fasciste, c'était à la gloire de Mussolini, c'était une instrumentalisation. Mais en même temps, ça a créé des contestations, puisqu'on a beaucoup plus parlé du fascisme qu'auparavant. Quand on dit que Hitler a profité du jeu de Berlin, c'est faux. Celui qui en a profité, c'est Jesse Owens, qui est venu remettre en cause la supériorité d'Hitler de deux façons. En gagnant 4 médailles d'or, et donc en montrant que les Ariens n'étaient pas supérieurs aux non-Ariens, y compris sur le plan sportif, et plus important encore, en se liant d'amitié avec un sauteur en longueur allemand, Dieter Lutz, il y a des photos de deux enlacés se tenant dans les bras, ce qui était horosco référence pour Hitler, de voir un Arien se lier d'amitié avec un Noir. Et quand Jesse Owens est revenu, d'ailleurs, il n'a pas été reçu à la Maison-Blanche, parce que à l'époque, Roosevelt était en campagne électorale, et qu'un Noir à la Maison-Blanche, c'était, oui, pour servir à manger peut-être, mais certainement pas pour être reçu comme hôte, et il ne pouvait pas deviner que quelques années plus tard, c'est le patron qui allait s'installer comme résident à la Maison-Blanche. Donc il y a eu beaucoup de... Vous voyez, c'est pas... On a aussi l'exemple de la Coupe du Monde 78 en Argentine, où beaucoup ont dit qu'il faut boycotter la Coupe du Monde, etc. Sauf que l'opposition armée, les Montoneros, eux, demandaient aux gens de venir. Parce qu'ils demandaient, en venant, vous pourrez témoigner de la dictature argentine. Et ce n'est pas en vous restant à l'écart que vous allez le faire. Donc Videla a essayé effectivement de se servir de la Coupe du Monde comme instrument de promotion pour son régime, mais jamais il y a eu autant d'articles négatifs sur la dictature argentine qu'à l'occasion de la Coupe du Monde, parce que quand vous organisez un événement aussi important, toutes les caméras sont là. Mais il y a de multiples exemples où le football, loin d'être l'agent des dictatures, est plutôt l'ami des victimes de la dictature. Sous Franco, on ne pouvait pas parler catalan à Barcelone, sauf au Camp Nou, sauf dans les travées du stade, parce que la police peut contrôler une rue, elle ne peut pas contrôler un stade. Et que les matchs de Barcelone contre le Real étaient une sorte de revanche de la défaite des Républicains, parce que le Real c'est le club de Franco, et Barcelone c'est le club de l'opposition. Beaucoup d'Espagnols disent la vraie révolution, c'est la mort de Franco, et aussi quand le Barcelone a battu 5-0 le Real en 75, parce que ça montrait vraiment qu'une autre période avait été tenue. Dans un stade, la contestation, dans tous les régimes autoritaires, la contestation se fait dans les stades. Et quand les intellectuels disent les Jeux Olympiques ou les matchs de football, c'est du pain et des jeux, panem et circenses. Mais même dans la Rome antique, les jeux étaient un moyen de défier le pouvoir,
parce qu'on ne pouvait pas contester l'empereur, mais dans la rue, c'était plus que dangereux. Mais si dans le cirque, vous veniez supporter une autre équipe, un autre char que celui de l'empereur, c'était une façon d'envoyer un message politique. Donc même le fait de dire que du pain et des jeux, c'est pour endormir le peuple, c'est faux. C'est qu'au contraire, dans le stade, on peut, et très souvent, les dirigeants, disons, les moins aimés par leur population, hésitent à aller au stade parce qu'ils savent qu'ils seront sifflés, alors que très souvent, ils ne peuvent pas être sifflés dans la rue. Il y a quand même, je veux dire, pour tous ceux qui disent que le football, c'est la haine des autres, je citerai 2 exemples survenus la semaine dernière. C'est le public de Turin qui applaudit le retourné de Cristiano Ronaldo, donc applaudir un geste tellement magnifique que même s'il est contre son équipe, on ne peut que l'applaudir. Et on a rejoué au football à Raqqa, parce que le football était interdit sous Daesh. Les talibans avaient interdit le football. Les Shebabs en Somalie, quand ils prennent le pouvoir. Donc quand on dit que le football c'est l'opium du peuple, bah en fait, non. C'est que les pouvoirs les plus rétrogrades, eux, interdisent le football. Et on peut rejouer au football en Yougoslavie quand il y a déjà une réconciliation des communautés. On peut rejouer au football à Kaboul ou à Raqqa quand le pouvoir totalitaire des talibans ou de Daesh a été battu en brèche et qu'une autre monde est possible. Donc c'est cette vision un peu des intellectuels. Mais pourquoi les intellectuels, certains intellectuels méprisent le football? En France, beaucoup, enfin, décidément, pensaient que j'étais pas sérieux parce que j'aimais bien le football, etc. C'est souvent, enfin, il faut se cacher à l'université. Quand j'étais étudiant, si on lisait l'équipe, il fallait se cacher parce que c'était considéré comme une sorte de débilité profonde, etc. Mais en fait, c'est que le football, c'est profondément démocratique. Il n'y a pas de réseau. Peut-être que les fils de Thuram et de Zidane joueront au football, mais pas parce que leurs pères les auront pistonnés. C'est qu'ils auront le niveau pour jouer dans une équipe. Dans le monde politique, dans le monde académique, dans le monde des lettres, le réseau compte beaucoup. Dans le sport, c'est parfaitement démocratique parce que tout dépend de votre talent et de votre travail, mais rien de votre réseau. Vous pouvez avoir un père milliardaire, ça ne vous fera pas mieux dribbler. Vous pouvez être le fils du président de la République, le fils Kadhafi a tenté de devenir professionnel, eh bien ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'avait pas le niveau, tout simplement. Alors que s'il avait publié un livre, eh bien tout le monde aurait été contraint d'en acheter et de le lire, etc. Donc en fait, le football, on n'est pas ce que l'on est, on est EST, pas ce que l'on est NAIT, on est ce que l'on devient, ce que l'on fait soi-même. Et moi, ma conviction personnelle, c'est que cette ascension sociale qui est permise par le football, qui est remise en cause, qui est contestée par des élites traditionnelles, qui se disent « mais on ne contrôle pas ça ». Là, il y a des gens qui réussissent sans avoir notre aval, sans avoir notre bénédiction. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Et il y avait toujours eu un mépris des classes dirigeantes, pas en Grande-Bretagne, mais en France en tous les cas, par rapport au monde du sport, qui se greffe maintenant d'une jalousie. Parce que les footballeurs sont célèbres, deviennent riches, effectivement, et sont plus connus que la plupart des responsables politiques, comme mon exemple du début de la conférence le montrait. Et il y a quelque part un monde qui s'échappe, une fois encore, le football et le sport en général, surtout le football. Parce que pour faire de la Formule 1, il faut avoir des moyens. Pour faire du cyclisme aussi. Je veux dire, il faut quand même acheter un vélo qui coûte cher, etc. Une fois encore, la plupart des meilleurs footballeurs du monde sont issus de milieux ultra populaires, pour ne pas dire misérables, qu'il s'agisse de Maradona ou de Pelé. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne passe pas dans cette élite parce que c'est un processus de sélection des élites qui leur échappe et dans lequel ils ne maîtrisent pas le processus. On dit également parfois que le sport, le football, développe le racisme. On entend parfois effectivement des cris de singe quand il y a des joueurs noirs qui jouent. Et ça, c'est un problème en Russie. Il faudra qu'ils contrôlent cela parce que la Russie, là-dessus, est quelque chose d'extrêmement dommageable. En fait, c'est l'inverse.
Donc il y a du racisme dans le football, pas la peine de le nier, mais comme l'a dit cette très belle formule d'un écrivain uruguayen, Eduardo Galeano, ce n'est pas le mouchoir qui crée les larmes. C'est-à-dire qu'il y a du racisme dans le football, mais il existe ailleurs. Et le football est victime du racisme, c'est pas lui qui provoque le racisme. Au contraire, le football est l'un des antidotes les plus puissants contre le racisme. Et très souvent, le premier contact qu'un enfant aura avec le monde extérieur sera un footballeur. On peut admirer Cristiano Ronaldo sans être portugais. On peut admirer Didier Drogba sans être ivoirien, sans être noir. Et il y a beaucoup d'admiration pour des joueurs qui n'ont ni vos convictions philosophiques, vous en fichez quelles sont les siennes, ni votre couleur de peau. Et on voit très bien d'ailleurs que ça crée plutôt de l'unité, etc. Et que ça développe les préjugés contre le racisme. Et là, le football a fait, là encore, un formidable voyage, parce qu'au début, le football est le reflet des préjugés de l'époque. Les premiers matchs en Amérique latine, en Argentine, il est dit dans les règles au début du XXe siècle que les joueurs qui veulent contester une décision de l'arbitre peuvent le faire à condition de le faire dans un anglais correct. Parlez qu'en anglais. Dans les années 20, il y a eu un décret de blancheur au Brésil. Et on ne pouvait pas jouer au football si on n'était pas blanc. Et l'un des meilleurs joueurs devait se décréper les cheveux et se blanchir la peau pour jouer. Et puis après, et notamment 58 a été important, c'est que le don des joueurs noirs était tel qu'on ne pouvait pas se priver d'eux. Et que, je veux dire, on peut être raciste, mais quand on a Zidane dans son équipe, on ne va pas dire on ne le fait pas jouer. Et vous vous rappelez de cette scène de 1 million de personnes défilant sur les Champs-Élysées, criant un Zidane président, le 12 juillet 98. Alors, une fois encore, il ne faut pas donner au football plus d'importance qu'il n'a. Ce n'est pas la victoire de la ville qui a résolu les questions et les problèmes de la France. Ni le chômage, ni le problème des quartiers. Mais c'est un moyen de montrer aux autres qu'on peut être différent et jouer ensemble. Et qu'au contraire, la différence est une force. Et qu'on peut finalement s'unir pour cela. Il y a encore un plafond de verre au moins en France, parce que si pour les joueurs, on ne va pas contester le fait qu'ils soient noirs ou arabes, etc., ce n'est pas encore tout à fait le cas pour les entraîneurs, et encore moins pour les dirigeants. Mon ami Pape Diouf, qui a été limogé depuis, a été très longtemps le seul président noir d'un club européen professionnel de football, et il disait que c'était une anomalie sympathique, et donc il y a là un plafond de verre. Mais en tous les cas, pour ce qui est des joueurs, on voit bien que c'est une façon de lutter contre le racisme parce qu'il va unir. Mais il va également unir le football au niveau le plus au bas de la pyramide. Finalement, qui n'a pas fait l'expérience d'avoir un ballon avec soi, de se promener, de commencer avec les amis une partie informelle et de voir des gens s'agréger au fur et à mesure. On va élargir le terrain, on va modifier la taille des équipes et des gens qui ne se connaissent pas vont jouer ensemble et fraterniser dans la plus simple des façons. Qui ne s'est trouvé dans un stade à côté de quelqu'un qui lui était parfaitement inconnu et qui a commencé finalement à deviser, à parler, etc. Et à parler parce que le football fait énormément parler. Il y a en France 65 millions de sélectionneurs. Je pense qu'en Tunisie, c'est aussi pareil par rapport à la population, parce que ce que le football a aussi de démocratique, c'est que chacun peut se l'approprier. À la fac, il y a les mandarins, il y a les étudiants. Mais s'il parle de football, le mandarin n'a pas un avis plus compétent que l'étudiant. Dans une usine, il y a le contremaître et l'ouvrier, mais si on parle de football, le contremaître n'a pas un avis plus éclairé sur le football que l'ouvrier. Et le ministre n'a pas un avis plus éclairé sur le football que celui qui attend au guichet. Donc, en fait, ça permet de créer du lien social en parlant et en mettant tout le monde sur un pied d'égalité. Parce que on peut, effectivement, le football a ceci de extrêmement discutable, c'est qu'on refait à l'infini les matchs. Il y a encore en France des gens qui peuvent débattre sur la question de savoir est-ce que ça aurait été mieux que les poteaux ne soient pas carrés lors de la finale Saint-Étienne-Bayern de Munich en 1976 ou est-ce que Schumacher
n'aurait pas dû être exclu en 82 à Séville en juillet. Et donc on refait à l'infini les matchs, ça crée une sorte de mémoire collective nationale qui entretient à la fois les moments de gloire et les moments d'abattement, mais qui sont autant de moments collectifs. En France, tout le monde se rappelle de Séville, France-Allemagne de 82. Donc voilà, le football crée du lien, et d'ailleurs la télévision, au départ, les gens disaient on ne va pas permettre, si on retransmet les matchs à la télévision, on va vider les stades. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Plus un match est télévisé, plus les gens veulent aller au stade. Il n'y a pas plus de monde, plus le match qui va avoir le plus de vues à la télévision, c'est quand le Real de Madrid est venu, quand le Bayern est venu à Paris, tout le monde, c'était à la télévision, mais tout le monde voulait être au Parc des Princes. Et donc au départ, parce que c'est les matchs les plus intéressants bien sûr, au départ on a dit la télévision va vider les stades. Parce qu'effectivement, à l'époque, les salles étaient inconfortables, il faisait froid, être confortablement chez soi, c'est mieux. Mais ça a été plutôt l'effet inverse, la télévision donc, a permis de terminer la conquête du monde. Et puis, ensuite, on voit bien que personne ne regarde seul un match chez soi. Soit on invite des amis, soit on va dans un bar qui retransmet sur un écran public, mais en fait, là encore, on recrée du collectif pour regarder les matchs. Et j'imagine que tous ici, lors des premiers matchs de la Tunisie, personne ne sera seul chez soi, il y a les matchs. On va plutôt faire des fêtes, etc. Et donc cette conquête, eh bien, il y a encore quelques éléments qui manquent. Le dernier élément de la conquête du football, ce sera le football féminin, qui gagne du terrain dans tous les pays, qui est un facteur de développement extrêmement important. Il y a eu très longtemps des préjugés sur le fait que certains disaient mais non, c'est pas possible, un gardien de but ne peut pas être femme, parce que sinon elle rebondira quand elle plongera. Non, il y a vraiment des gens qui ont écrit ça, comment faire, dans les années 60, on interrogeait quelqu'un, on disait, ça ne vous gêne pas que votre femme joue au football le samedi, et quand est-ce qu'elle va faire les tâches ménagères? On ne sait pas grave, elle fera le dimanche. Aujourd'hui, ces préjugés tombent et le football féminin se développe, y compris dans les pays. Bon. Et bien sûr, le prochain horizon du football, ça sera la Chine. Parce que Xi Jinping ne peut pas, et je vais terminer par deux notes géopolitiques, du plus petit et du plus grand pays. Xi Jinping ne peut pas accepter que celle qui sera la première puissance mondiale soit une puissance mineure dans le football. La Chine a participé qu'à une seule Coupe du Monde, celle qui était en Corée et au Japon. Comme la Corée et le Japon étaient qualifiés, la Chine a pu se qualifier aussi, elle a perdu ses 3 matchs. Donc au moins les Chinois les ont vus, parce que quand la Corée du Nord s'est qualifiée et qu'elle a perdu ses matchs, l'image a été coupée en Corée du Nord pour éviter la défaite contre le Portugal. Xi Jinping, qui est lui-même un passionné de football, se dit que pour l'honneur du pays, il n'est pas possible que la Chine soit au niveau des îles Féroé en termes de classement FIFA. Et donc ils ont acheté des joueurs, ils développent 25 000 terrains, des académies, et la Chine voudra organiser la Coupe du Monde 2030 probablement, et veut, voilà, pour les Chinois, il est impossible de devenir la première puissance mondiale et d'être mineur dans le football. Et cette volonté de Xi Jinping me rappelle un dessin qui a fait beaucoup rire en France. Aux Jeux Olympiques de 60, qui avaient lieu à Rome, c'était une catastrophe pour la France. On n'a eu aucune médaille d'or, peut-être une le dernier jour, et encore, mais je ne crois même pas. 3 médailles de bronze, 2 d'argent, vraiment la catastrophe. De Gaulle venait d'arriver au pouvoir, et De Gaulle, qui n'était pas sportif, c'est vraiment, il détestait, enfin, je ne sais pas qu'il détestait, mais pour lui, c'était bon. Il y a eu un dessin d'un dessinateur, Jacques Faisan, à l'époque, qui montrait De Gaulle en survêtement avec des baskets, disant « Décidément, dans ce pays, je veux tout faire ». Pourquoi? Parce que même si De Gaulle n'aimait pas le football, il avait compris que pour l'image de la France, c'était important, et que comme lui, son programme était de restaurer l'image de la France dans le monde, de mettre fin aux guerres coloniales, de rendre la France plus populaire, il ne pouvait pas faire cela si on avait une image ridicule en termes de sport. D'où la création de l'INSEP, de fonds rebeux, etc., pour avoir... Donc même et Laurent Fabius, qui n'est pas plus que De Gaulle et pas plus qu'Hubert Védrine, qui était là la semaine dernière, c'est mon point majeur de désaccord avec Hubert, c'est le football. Eh bien, Laurent Fabius a créé un poste d'ambassadeur pour le sport. Il y a des ambassadeurs dans les pays, comme Olivier Poivre-Lavant, qui est ambassadeur en Tunisie, mais il y a des ambassadeurs dits thématiques. Et Laurent Fabius, qui n'est pas du tout fan de sport, a créé un poste d'ambassadeur pour le sport
parce qu'il a bien vu que c'était un instrument diplomatique et qu'il fallait être présent. Et pour terminer, parce que je vois que je commence un peu à dépasser le temps de parole qui m'a été donné initialement et d'avoir le temps de débattre avec vous, un autre pays montre bien cela. En 1996, l'émir Hamad va en Grande-Bretagne, l'émir du Qatar, et le douanier lui dit « Ah, le Qatar, c'est où ?» Mais aujourd'hui, tout le monde sait où est le Qatar. En France, avant 2010-2011, connaissaient le Qatar ceux qui achetaient l'industrie gazière et les tout premiers spécialistes de la géopolitique du Golfe. Depuis l'achat du PSG et l'attribution de la Coupe du Monde, tout le monde sait situer le Qatar sur la carte. On a beaucoup parlé de l'achat de Neymar, ça correspond au blocus de l'Arabie Saoudite. C'est moins cher d'acheter Neymar que des Rafales. Et en termes de visibilité, il n'y a pas photo. Donc en fait, vous voyez que tous les pays essayent à leur façon d'exister par le sport, parce que le football... Moi j'étais en vacances au Pérou pour le match de rentrée Guingamp-PSG. Je ne le verrai jamais. Comme il y avait Neymar, tous les bars au Pérou ont transmis le match. C'est aussi ça la mondialisation. L'arrivée de Neymar au PSG a fait des articles dans la terre entière, comme la Coupe du Monde va le faire. Et on voit bien, en fait, la première Coupe du Monde, il y avait 4 équipes européennes. L'Italie a refusé d'y aller, c'était en Uruguay, c'était trop loin. Il a fallu 15 jours aux équipes européennes pour se rendre en Uruguay. Et il y a eu quelques lignes dans le journal français L'Auto, qui était le journal sportif de l'époque. Aujourd'hui, on y va très facilement, partout où c'est, et il y aura des pages partout. On ne va parler que de cela. Donc effectivement, le football a pris une importance sympathique et très grande. C'est la mondialisation, mais c'est en fait le sourire de la mondialisation. On se demande parfois si la mondialisation amène des choses heureuses ou malheureuses. Le football, c'est le sourire de la mondialisation parce que partout où vous allez dans le monde, vous trouverez quelqu'un à qui vous allez pouvoir parler de football, échanger sur le football, varier, enfin un peu vanner et charrier sur le football, mais ça crée du lien, ça crée de la visibilité, ça renforce l'unité nationale, ça crée des ponts entre les peuples, et c'est donc certainement l'un des facteurs les plus heureux de la mondialisation. Je vous remercie. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions de la salle. Voilà, premier qui lève le bras. Merci pour cette conférence. Merci. Juste par hasard, en Tunisie maintenant, pour dire le pouvoir du football dans cette société, maintenant on est à peu près proche des élections municipales, mais maintenant le sujet de la truc de la Tunisie, c'est la blessure de Msagni. Juste un exemple, c'est le meilleur joueur tunisien. Bon, tu as parlé du facteur, la puissance du football sur les sociétés. Tu as parlé c'est un facteur de cohésion avec Drogba en 2005. Je donne des exemples de l'Irak en 2007. Elle a gagné la Coupe d'Asie en guerre civile, en pleine guerre civile, entre sunnites et chiites. Il y a encore le parcours de la Syrie dans la qualification. Le football est encore soutenu les causes, les bonnes causes, comme on dit, comme l'équipe de Socrates, elle a lutté contre le régime militaire en Brésil. Mais le football, comme on dit, c'est un facteur de division. Je donne l'exemple entre l'Égypte et l'Algérie en 2009. Comme on dit, merci Dieu, il n'y a pas de frontières communes entre ces deux pays, il va être déclenché une guerre. Mais tu n'as pas précisé le facteur miroir du football, le baromètre de société. Par exemple, je donne l'exemple récent en Tunisie, en 8 avril 2010, il y a des affrontements entre le public de l'Espérance et les forces de l'ordre.
Ça, c'est un signe, comme on dit, la jeunesse est désenchantée sous l'ancien régime. Maintenant, par hasard, le 8 avril 2018, l'Espérance a gagné son titre devant les tribunes vides. Donc, la jeunesse est désenchantée. On n'a pas besoin des statistiques de chômage ou de statistiques de tout ça. Juste, on peut voir les résumés de football en Tunisie. On voit la jeunesse, la violence et tout ça. Juste, la question sur les miroirs et le baromètre, comme la France en Naïsna en 98, si Zidane et tout ça, en Naïsna, il y a des tensions entre les banlieues et Loris, il y a Evra, il y a tout ça. C'est ma première question sur le facteur baromètre du football. La deuxième question, le football est maintenant utilisé par les régimes politiques. Par exemple, une équipe, les Qatariens au PSG, les Émirats au Manchester City, les Russes en Monaco, au Chelsea. Est-ce que les clubs ont perdu leur identité? Les clubs ont perdu leur identité. Il y a la globalisation. Je vous donne un exemple, juste comme les supporters de Manchester, maintenant sous les ordres des Américains, ont créé un autre club qui s'appelle Manchester United FC. Est-ce qu'il y a une manipulation des régimes politiques et comment tu vois ça? Et merci. Je réponds bien par question ou... Comme vous voulez. Oui, parce que sinon j'ai de perdre le fil. Enfin, c'est plus une remonte, donc je suis d'accord avec votre remarque. Enfin, c'était plus une intervention qu'une question. Donc, oui, effectivement, le football est un baromètre pour les différentes questions que vous avez montrées. On pourrait aussi citer les oppositions entre Croates et Serbes, entre Hajduk Split et l'Étoile Rouge de Belgrade, avant que la Yougoslavie ne s'effondre. Mais ensuite, sur la perte d'identité, il y a quand même des choses très différentes. Ribololev, ce n'est pas un investissement étatique russe, c'est un investissement privé. De même que Manchester United n'appartient pas aux États-Unis, il appartient à un Américain. C'est différent d'un projet national, effectivement, comme le Qatar, parce que c'est un fonds souverain qui a acheté le PSG, mais qui a été vendu par un autre fonds d'investissement que le Capital, ce n'était pas français. Est-ce que les Bleus ont perdu leur identité? Jamais de la vie. Il faut distinguer ce que sont les clubs, ce que sont les équipes nationales. Et en fait, même si effectivement aujourd'hui les clubs sont la propriété de groupes privés ou d'investisseurs, les équipes nationales, par définition, non. Et les joueurs veulent toujours être en équipe nationale, et l'identité équipe nationale ne se met pas en cause. Un jour, Platini a répondu à quelqu'un qui lui demandait si on ne pouvait pas mettre de la publicité sur les maillots de l'équipe nationale, disant « Ok, quand vous mettrez de la pub sur vos drapeaux, on en mettra sur les maillots des équipes nationales, mais pour l'instant, on ne va pas le faire. » Donc, il faut bien distinguer les clubs et les équipes nationales. Alors, on va passer aux questions suivantes. Essayez de faire court pour chacune de vos questions. Merci, Monsieur Boniface. C'est pour rebondir sur le fait que les dictateurs profitent du football pour promouvoir le régime. Mais les démocraties utilisent le football comme moyen de pression. On entend très souvent la communauté internationale, entre guillemets, 5 pays très puissants qui appellent très souvent à annuler la Coupe du Monde de football en Russie dans le cadre de l'embargo ou des sanctions, dans l'affaire de la Crimée ou de la Syrie. Donc c'est un point très important à prendre. On va prendre deux questions. Et on va prendre une autre question. En fait, je voulais poser la question, en fait, la face cachée parfois du football et du football des clubs. Et je fais peut-être un lien rapide entre certains intellectuels qui ont en aversion, effectivement, le football parfois. Je pense à l'agressivité latente et visible, souvent visible dans les stades, en fait. Donc, je me dis que c'est quand même la face sombre du football et qui peut-être explique un peu le dédain de certains intellectuels. Et par ailleurs, donc il y a cette face, ce problème d'agressivité dans les stades. Je perds le fil de la deuxième question, mais je vais retrouver.
On va répondre au début. Oui, enfin, il y a de l'agressivité dans certains stades, mais il y a en France 1 million de matchs par an. Il y en a une centaine qui donnent lieu à des incidents. Bon. On se concentre sur cela sans voir qu'est-ce qui se passerait si le football n'existait pas. Est-ce que les villes seraient plus calmes? Les gens qui ne vont pas à un match, est-ce qu'ils resteraient chez eux à rien faire? Il faut voir, dans beaucoup de villes, le club de football est l'un des rares endroits où les milieux sont mélangés, où il y a vraiment quelque chose, un mélange populaire, etc. L'occupation que ça donne, tous les bénévoles, etc., viennent très souvent faire baisser au contraire les tensions. Donc on peut avoir des cas de violence dans les stades, effectivement, il faut les combattre, mais il faut voir tout le côté prévention que le football permet en donnant une sociabilité à des jeunes qui autrement ne l'auraient pas. Moi je connais plein dans région parisienne, il y a plein de gamins, leur référence c'est les cadres de football parce qu'à la maison ils n'ont pas de père. Et que le fait d'aller au football leur donne un peu quelques bases de discipline, etc. Et du coup, j'ai oublié votre question sur l'action de démocratie. Ah oui. Alors oui, effectivement, il y a, quand on parle de boycott, de toute façon, les gens qui demandent le boycott de la Coupe du Monde en Russie, etc., c'est toujours le sport qui est visé par les boycotts. Parce que les mêmes disent sport, on va arrêter d'exporter des films ou des livres vers la Russie ou vers la Chine. Ils veulent qu'il n'y ait pas de compétition sportive. Donc c'est déjà en fait, comme c'est souvent les intellectuels qui réclament ça, c'est une façon pour les intellectuels de montrer leur mépris pour le sport, parce que c'est ce que font les autres qui doivent boycotter, pas ce qu'ils font eux. Personne n'a dit on ne va plus envoyer un seul film en Chine, ou on ne va pas envoyer un seul film en Russie parce que Poutine est au pouvoir. Par contre, on va demander le boycott. Et en fait, dans votre remarque, c'est que comme les Occidentaux n'ont pas tous réalisé qu'ils ont perdu le monopole de la puissance, certains voudraient que les Jeux Olympiques aient lieu uniquement en Europe et aux États-Unis, ou que les Coupes du Monde aient lieu uniquement en Europe et en Amérique du Sud. Ah non, le football se mondialise, il est normal qu'il y ait en Russie, il est normal qu'il aille dans d'autres... Il est normal qu'il aille dans d'autres pays, et donc les tentatives, là avec ce qui s'est passé avec l'espion russe qui a été empoisonné à Londres, je vous parie qu'il n'y aura aucune équipe qui va boycotter la Coupe du Monde. Il n'y en aura aucune qui va boycotter la Coupe du Monde. Parce que si un gouvernement demande à son équipe de boycotter la Coupe du Monde, il tombe, c'est lui qui sera sanctionné. Après, que les dirigeants n'y aillent pas, c'est autre chose. Bonsoir, Monsieur Boniface, merci beaucoup pour ces développements. Vous avez pu parler effectivement des aspects positifs du football dans la mondialisation. Pour rejoindre la question du monsieur précédemment sur la voile un peu cachée, je pense que les amoureux du football ont tous été marqués par le FIFA Gate en 2015. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu lié à la régulation du monde du football, notamment au niveau institutionnel? Oui, le football, alors en même temps ce qu'on appelle FIFA Gate, c'était donc une accusation de corruption liée à des modes de sélection. La FIFA n'a pas grandi en transparence aussi vite que le football a grandi. Et donc il faut changer les règles, il faut qu'il y ait plus de transparence. Sepp Blatter n'était pas corrompu lui-même, mais il a fait beaucoup de clientélisme. Et il a fermé les yeux sur des gens qui, eux, étaient corrompus. Parce que les matchs n'ont pas été truqués, mais c'est la cession de droits où les gens se sont payés, etc. En même temps, il faut faire attention à ceux qui, en mettant en cause la FIFA, proposaient que le football mondial, devenu mondialisé, soit géré par une société cotée en bourse à New York. Et que ce soit plus la FIFA qui gère cela. En disant, ça serait, The Economist, par exemple, a fait campagne là-dessus. En disant, ça serait plus régulé. Quand on voit ce qui se passe avec Enron ou avec les Man Brothers, il n'est pas certain que une société cotée en bourse à New York soit plus. C'est le problème des empires. Tout empire périra. Si le football ne fait pas attention à son mode de gestion, et si on peut penser que les matchs sont truqués, il va dépérir. Et donc il faut que la FIFA, elle l'a déjà fait, l'UEFA également, se régénère, et Platini avait eu un rôle important d'ailleurs pour réouvrir l'UEFA à des limitations avec le fair play financier, etc. Sinon, moi ce qui me paraît le danger majeur sur le football, ce sont les paris truqués. Qui peuvent, et là, impacter la compétition en plus.
Et donc ça, c'est des dangers qui pèsent vraiment. Et donc le prochain mode de désignation du pays qui va organiser la Coupe du Monde sera plus transparent parce que tous les pays vont voter, chaque pays aura une voix. C'est pas un comité. Le Maroc n'a pas réussi à avoir la Coupe du Monde 2006, alors que l'Afrique du Sud, aurait dû avoir la Coupe du Monde 2006. Et il y a un vote d'un délégué océanien qui a changé des moments parce qu'il était sponsorisé par Adidas. Et l'Allemagne a obtenu la Coupe du Monde. Donc là, si tous les pays votent, il y aura quand même un peu plus de transparence pour l'attribution de la Coupe du Monde 2026. Merci, professeur. Je vais m'éloigner un petit peu du haut-parleur, peut-être, ça va peut-être. Voilà. Merci, professeur. Je sais un peu que vous avez une petite sensibilité sur la question du Moyen-Orient et sur tout ce qui touche à Israël, puisque je suis en train de vous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Je ne sais pas, il faut s'éloigner. Au milieu. Non, mais j'essaie d'éviter de parler. Voilà. Votre analyse est très pertinente. Seulement, je pense qu'il y a quelques exceptions. Notamment, pourquoi au niveau d'Israël, de la Palestine, la question du football, comme ça a été le cas du ping-pong, la diplomatie du ping-pong contre la Chine et les États-Unis, pourquoi entre Israël et la Palestine, ça n'a pas marché? La première question. La deuxième question, c'est au niveau des droits de télévision. Vous ne pensez pas que, éventuellement, la question des droits va handicaper ou va empêcher le développement et l'émancipation davantage du sport? Merci. Deux questions pertinentes. La première question, c'est que le football est un instrument puissant, mais il ne fait pas de miracle. Et donc, la paix entre Israéliens et Palestiniens n'est pas à la capacité du football. Si le football peut servir d'instrument, et de même qu'en 1998, il n'a pas résolu tous les problèmes des banlieues en France, il essaie de lutter contre le racisme, mais le football n'est pas assez puissant pour amener à lui seul la paix entre Israéliens et Palestiniens, pas plus que l'ONU, que les pays européens, les pays arabes, les États-Unis, personne n'y est parvenu. Et donc le football peut être un instrument qui permet un rapprochement, mais il n'est pas une baguette magique qui résout tous les problèmes. Votre deuxième question, c'est sur les droits. Sur les droits de télévision. Il y a un danger, effectivement, parce que plus les droits augmentent, plus il y a de l'argent dans le football, mais au bout d'un certain temps, on risque d'avoir moins de gens qui peuvent regarder le football parce qu'ils vont payer la télévision. Ceci étant, il faut faire attention. Beaucoup de gens disent « Ah, maintenant, on ne peut plus voir du football gratuitement à la télévision, il faut avoir un abonnement pour le voir. » Mais avant, on ne voyait pas beaucoup de football sur les chaînes gratuites. En France, avant Canal+, étaient retransmis sur la télévision les matchs de l'équipe de France et la finale de la Coupe de France. C'est tout. Et les matchs de Coupe d'Europe. Mais pas les matchs de championnat. Aujourd'hui, on peut voir effectivement plusieurs matchs tous les jours. En payant. Mais auparavant, c'était gratuit, mais il n'y avait pas de match. Donc, ça n'a pas... Alors ensuite, est-ce que les armes montent jusqu'au ciel? Personne, si les gens ne s'abonnent plus, SFR, à mon avis, a échoué dans leur stratégie d'acheter les droits très chers, de les mettre sur quelque chose un peu confidentiel, les gens ils ne sont pas allés, ils doivent revendre. Il faut aussi avoir une exposition. Parce que si c'est sur des chaînes payantes ultra chères, mais qu'il n'y a pas assez de gens qui regardent, déjà les sponsors maillots ne vont pas être contents. Donc il y a un équilibre à faire. Pour l'instant, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'argent dans le football. Est-ce que ça change la compétition? Oui et non. On sait aujourd'hui que l'Étoile Rouge de Belgrade ne pourra plus gagner la Champions League. Et que seule une dizaine de clubs peuvent le faire. C'est vrai pour les clubs, c'est pas vrai pour les équipes nationales. Les États-Unis ne sont pas qualifiés alors que c'est le pays le plus riche du monde. Le Qatar ne pourra pas, avec son argent, avoir une équipe nationale compétitive, ça ne suffira pas. Mais en même temps, personne n'est obligé d'acheter un maillot très cher pour qu'il soit floqué au nom d'un joueur qu'il aime bien. Les gens, de même, vont dépenser cela. Quand on dit, il y a eu un scandale avec le salaire de Neymar, mais c'est toujours le salaire des footballeurs qui est critiqué, pas celui des golfeurs, pas celui des pilotes de Formule 1. Donc déjà, il y a quand même le sport populaire et les sports qui ne le sont pas. Moi, j'ai jamais entendu de récrimination sur le salaire de Julia Roberts ou de Georges Clooney. Neymar est une star mondiale, alors on peut critiquer, etc., mais c'est la loi du marché. Quand en France, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon critique ça, il est logique, parce qu'il est contre la loi du marché.
Mais quand des hommes politiques qui sont pour la loi du marché et la critique quand il s'agit de football, ils ne sont pas logiques. C'est moi. J'ai une question et 2 remarques, s'il vous plaît. Je vous remercie d'abord pour la qualité de votre intervention. Par rapport à la Coupe du Monde de 78. Peut-être parler un peu plus loin du micro. Non, restez à votre place. Ok. Par rapport à la Coupe du Monde de 78, vous avez dit qu'il y avait eu des articles qui critiquaient le régime de Videla. On sait aussi que les stades dans lesquels se sont joués les matchs de football ont servi comme des espaces de torture pour les opposants de Videla. Donc par rapport à ce cas précis, est-ce que le football, ce ne serait pas, dans ces cas précis, un cas de normalisation avec des régimes de dictature? Et les 2 questions, je voulais avoir un mot sur les morts nord-coréens et les travailleurs qui construisent les stades de football en Russie et en Qatar. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous avez dit que le football était un jeu par essence démocratique et qu'il n'y avait pas de ségrégation en lutte de classe. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui, comme vous venez de le dire, que les clubs qui gagnent sont ceux qui ont beaucoup d'argent par rapport aux clubs. Donc est-ce que ce ne serait pas une atteinte au principe même, aux valeurs même pas de démocratie mais d'égalité dans le football? Ça ne concerne pas les joueurs, c'est-à-dire que le joueur qui est talentueux, il ira dans un club qui est plus riche, et donc il va aller. Quand je dis que c'est démocratique, ça veut dire qu'au départ, un individu n'est pas sur son berceau, il n'est pas prédéterminé à avoir un succès ou pas. Et donc s'il est talentueux, même s'il est dans une famille pauvre, il réussira, s'il travaille, à devenir un footballeur reconnu, etc. Alors pour les stades, c'est pas tellement Russie, c'est au Qatar, effectivement. Ah, oui. Bon. Ils oublient. Oui, mais je veux dire, c'est le football, enfin, qui fasse l'autoroute, le football n'est pas. Le problème, c'est le sort de ces travailleurs. C'est pas qu'ils fassent des stades. Ceux qui sont au Qatar, ils peuvent faire des stades, ils peuvent faire des hôtels, des routes. Le problème, c'est le sort des travailleurs. L'attribution de la Coupe du Monde 2022 a permis au contraire de braquer le projecteur sur le sort des travailleurs au Qatar. D'ailleurs, vous parlez du sort des travailleurs au Qatar, vous ne parlez pas du sort des travailleurs en Arabie Saoudite ou en Koweït, qui sont les émigrés dans les autres pays du Golfe, sont dans d'aussi mauvaises conditions qu'au Qatar. Mais on parle du Qatar parce qu'il fait la Coupe du Monde. Donc c'est au contraire. Moi, je suis allé à Hong Kong et à Singapour, je peux vous dire que le sort des immigrés, il n'est pas meilleur que dans le pays que vous les citez. Il faut au contraire celle de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 pour mettre fin au système de kafala qui prive les travailleurs immigrés de leur passeport quand ils arrivent. Et donc il faut s'en servir comme un coup de projecteur pour que le Qatar du coup doit faire des efforts pour moins maltraiter ou mieux traiter les travailleurs immigrés qui sont chez lui, parce que la Coupe du Monde a donné un coup de projecteur. Pour les stades, c'est pas en Argentine, c'était au Chili, où lors du coup d'État de 1973, les opposants ont été mis dans le stade, et un des joueurs d'ailleurs de l'équipe du Chili avait protesté auprès de Pinochet, est allé devant les tribunes vides pour rendre hommage aux disparus, et donc avait protesté contre cela. Mais je veux dire, c'est le fait qu'on est torturé dans un stade ne veut pas dire que c'est le football qui est responsable de ça. Sinon, on a torturé dans des écoles aussi, on ne va pas supprimer les écoles. Il faut voir la cause, pas l'effet. Donc oui, le stade a servi de lieu de concentration, mais si le stade n'avait pas été là, il y aurait quand même eu la dictature au Chili, malheureusement. Merci. D'abord, je voudrais commencer par une petite parenthèse sur le fait que le football se démocratise. D'abord, ça veut absolument pas dire que toute démocratie traite le football de manière démocratique et que toute dictature traite le football de manière dictatoriale. On a eu un exemple, un très bon exemple la semaine dernière en Tunisie où un supporter est mort. Son cadavre a été repêché parce qu'il aurait été, il a été poursuivi par les flics. Et donc c'est une bonne chose. Moi, je perds complètement espoir au football, mais ce genre d'événement me rappelle à quel point l'État voyou est encore présent en Tunisie et l'État policier est encore fortement présent. Donc ça, c'est une très bonne chose. Sur le côté démocratique et tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que vous vous laissez un petit peu emporter par votre passion, peut-être pour le football, parce que au départ, vous semblez un petit peu optimiste, et je sais, on a vu que lorsqu'on vous titille un petit peu sur quelques questions d'ordre géopolitique, et notamment sur le Qatar et tout ça,
vous commencez à peut-être réguler votre propos. Un petit exemple très simple, et qui traduit parfaitement, selon moi, pourquoi le football est aujourd'hui un vecteur qui permet d'exacerber un petit peu tout cet aspect mondialisé, enfin, ce mondialisme sans borne qu'on peut voir un petit peu dans tous les secteurs et qui, à mon sens, est en train de pervertir tout le jeu. Vous avez cité l'exemple de Neymar et vous l'avez cité pour dire en gros que c'est quelque chose de globalement positif parce que le Qatar a acheté Neymar à la place d'acheter un avion. Enfin, c'est anecdotique, mais en termes d'image et tout ça, ça transmet quelque chose. Pour moi, ça transmet autre chose. En termes d'image, ça montre surtout à quel point le jeu est perverti à tel point qu'aujourd'hui un pays peut payer un joueur, un club, alors que c'est quelque chose qui aurait été complètement insensé à l'époque de Platini ou Zidane. Merci. Oui, non, parce que la justice de Turin appartenait à Fiat. Donc vous dites que c'était... Pardon ? Je parle d'un pays, comment le Qatar a pu payer Neymar. Ah oui. C'est ça le vrai problème. Bah, que ce soit la Fiat ou un pays, bon, effectivement, il y a des pays comme l'Allemagne qui refusent que des sociétés étrangères achètent des clubs. C'est pas interdit. En quoi c'est plus gênant que ce soit un pays qu'une société, je sais pas. Sur le transfert de Neymar, j'ai juste dit factuellement que c'était la réaction du Qatar pour illustrer le lien avec la globalisation. En tous les cas, pour le PSG, c'est positif, ça c'est clair. Bonsoir. Dernièrement, vous avez entendu que Samir Nasri a déclaré dans un interview qu'il y a un peu de racisme dans le football français contre les footballeurs d'origine marocaine, comme Benzema, Samir Nasri et beaucoup d'autres. On ne voit pas beaucoup de ces joueurs dans l'équipe nationale française. Quel est votre avis dans cette... Oui, sur l'affaire Benzema. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés sur l'affaire Benzema et beaucoup de gens qui se sont exprimés là-dessus, ont condamné Benzema. Il faut distinguer deux choses. Beaucoup de gens sont intervenus sur l'affaire Benzema alors qu'ils ne s'intéressent pas au football d'habitude. Et ils l'ont fait pour condamner ce joueur parce qu'il est d'origine maghrébine. Beaucoup de racistes, comme Le Pen, qui disait qu'il y a trop de morts en équipe de France. Il a dit plusieurs fois. Thuram lui a répondu, mais non, je ne suis pas noir, je suis français. Et donc, certains se sont réjouis des malheurs de Benzema parce qu'ils ne voulaient pas voir un arabe en équipe de France, très certainement. Mais Deschamps a pris sa décision pour d'autres raisons, pour des raisons d'équilibre dans un collectif. Quand Cantona a été non pris en équipe de France en 98 pour la Coupe du Monde ou pour l'Euro 96, beaucoup de gens disent mais c'est le meilleur joueur français, Jacquet a tort de ne pas le prendre. Et Cantona n'était pas arabe, mais c'était pour les questions d'équilibre de l'équipe. Mais il y a d'autres maghrébins dans l'équipe de France, Benzema, et pour l'instant, le débat est un peu tranché, c'est que l'équipe de France peut s'en passer. Pour des questions, une fois encore, d'équilibre interne que Jacquet a résolu en ne prenant pas Cantona et que Deschamps a résolu en ne prenant pas Benzema. Que des gens racistes aient demandé que Benzema ne soit pas sélectionné, c'est un fait, mais Deschamps a agi sur d'autres critères que cela. Juste, par exemple, dans le PSG, on voit quoi Ben Arfa? Ben oui, mais vous savez ce qui s'est passé. Enfin, le PSG est détenu par les Arabes, je vous signale. Donc, mais il s'est engueulé avec le président en apostrophant l'émir et en voulant passer par-dessus l'épaule de son président. Au début, c'est Unai Emery qui l'a. Moi, je trouve regrettable que Ben Arfa ne joue pas. On peut dire aussi pourquoi Deschamps n'a pas pris Ben Arfa en 2016 pour l'Euro. Bon, il a pris Griezmann, voilà, il y a toujours des choix contestables, mais honnêtement, on ne peut pas faire à Deschamps le reproche d'être raciste. Il a prouvé avec tous les joueurs qu'il a formés, qu'il a mis, etc. Et donc, il y a d'autres défauts, mais pas celui-ci. Mais par contre, oui, des gens racistes ont milité pour que Benzema ne soit pas sélectionné. Généralement, des gens qui ne s'intéressent pas au foot. Bonsoir. Moi, je vais parler un peu de la politique. Dans le monde entier, on connaît bien maintenant le nom du président du FIFA.
et moins bien le nom du président de CO, et encore moins le nom du ministre du Sport, en France ou en Tunisie. Aujourd'hui, en Tunisie, je vais parler en Tunisie, on a un problème politique entre le ministère des Sports, le président de la Fédération nationale du football et le président de la CNOT, ou le Comité national olympique tunisien. C'est un problème politique, ils ne s'entendent pas. Et depuis 10 ans ou encore un peu plus, avons désigné le président de la Fédération tunisienne de football. Aujourd'hui, c'était la désignation par le président. Aujourd'hui, non, il faut qu'on passe par un vote et tout ça. Donc on voit bien que le football il commence à prendre son indépendance politique. C'est-à-dire le ministère ne peut pas intervenir dans les décisions. Comment ça se passe en France? Parce que ici, ça se passe très mal au niveau politique. Et donc j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. En France, d'une part, le président de la fédération est élu par les présidents de district et de ligue. Il n'est pas élu au suffrage universel des licenciés, mais il est élu par des gens qui sont élus. C'est une sorte de suffrage indirect. Mais l'État ne s'en mêle pas. D'ailleurs, lorsque Sarkozy, après la Coupe du Monde 2010, a commencé à vouloir se mêler de l'équipe de France, la FIFA lui a dit attention, carton jaune, si l'État désigne quelque chose, la France sera suspendue. Le Koweït a été suspendu parce que l'État a voulu s'occuper de la gestion de la fédération. Par contre, Denis Masséguia, qui est le président du Comité national olympique français, a, de notoriété publique, des mauvaises relations avec la ministre des Sports. Par une sorte de concurrence, lui veut un sport indépendant, la ministre veut gérer ça, et donc il y a une sorte de lutte institutionnelle, pas permanente, mais qui est presque fonctionnelle entre les deux. Voilà comment ça se passe en France. Par exemple, là, avec les scandales qu'il y a eu dans la fédération de rugby, l'État va peut-être un peu se mêler parce qu'il y a eu un scandale dans la fédération de rugby. Et bon, là, l'État peut un peu se mêler de cela, mais en même temps, l'État ne peut pas désigner les dirigeants, sinon il y a des exclusions, en tout cas en football, par la FIFA. En fait, une réflexion et peut-être une question en fait, par rapport au football. Tout à l'heure, on parlait de peace and sport. Quand on parle de football, on parle forcément on entretient quand même le sentiment nationaliste à travers aussi ce genre d'antagonisme entre pays. Et nationalisme, on sait, le mauvais versant du nationalisme, on sait où ça va. On peut imaginer, on peut se dire finalement, les gens ils se battent sur la pelouse plutôt que de se battre autrement. Quand on a parlé de l'Iran, des États-Unis ou d'autres équipes issues de pays extrêmement antagonistes, mais il y a quand même le football, il entretient quand même ce sentiment nationaliste qui n'est peut-être pas la meilleure chose pour la paix mondiale. Non, il entretient un sentiment patriotique, c'est tout à fait différent. Regardez les supporters à l'Euro 2016 en France, il y avait des gens qui avaient des maillots de tous les pays, ils allaient boire des bières après ensemble, etc. À part à Marseille, entre Anglais et Russes, il n'y a pas eu d'incident. Et au contraire, les Irlandais ont une popularité extraordinaire, les Islandais aussi, et ils étaient patriotes, mais ils apparaissaient comme sympathiques aux gens qui le recevaient. C'est une façon de montrer le drapeau de façon pacifique. Je veux dire, les gens, souvent, dans les tribunes, peuvent fraterniser. Et en tous les cas, de plus en plus, il y a une sorte de parodie. Les gens arrivent déguisés avec le maillot national, mais si vous êtes danois, vous mettez un casque de viking, si vous êtes français, vous mettez un béret, etc. Les gens se moquent d'eux-mêmes un peu en faisant ça. Et souvent, ça permet plutôt des affrontements qui sont purement symboliques et pas du tout violents. À l'Euro 2016, il y a eu seulement ces affrontements à Marseille entre Russes et Anglais, et les Russes posaient problème, bien sûr. Mais sinon, ça a plutôt été des fraternisations, et notamment les Irlandais qui ont une cote extraordinaire. Alors, en 1954, quand l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde, pour la première fois, les Allemands ont pu être fiers d'eux depuis la guerre. C'était ce qu'on appelait le miracle de Berne. J'étais un peu dopé, mais enfin bon. Une surprise. Oui. Mais disons que, et même Odenauer a dit, il ne faut pas trop célébrer la victoire, parce qu'on va dire qu'on devient nationaliste, etc. Et en 90, quand ils ont regagné,
ils pouvaient le faire, là aussi, à une période un peu compliquée, mais de façon non agressive. Non agressive avec... quand nous, on a été éliminés en 2002, beaucoup de Français se sont mis à soutenir le Sénégal, qui pourtant nous avait éliminés, parce que c'est un pays proche, qui participait à la Coupe du Monde. Peut-être une dernière question alors, voilà. Parce que j'ai... Peut-être effectivement une dernière, après il faut qu'on libère, vous avez voilà. d'autres obligations ce soir, et je sais que vous êtes intarissables sur le sujet, nos amis également, donc la dernière. Bonsoir, monsieur Boniface. Juste une remarque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gradins. Je trouve à aucun endroit, par les gradins, le terrain de football, c'est l'endroit où on parle le plus vrai. Je ne trouve pas un endroit où on parle le plus vrai que sur les gradins. C'est dommage que, par exemple, des sociologues, des politiques, etc., n'aillent pas pour entendre ce qu'ils disent. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.